lundi 6 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Au menu pour vous aujourd'hui, eh bien, c'est un retour sur le week-end sprint qui avait lieu aux États-Unis, plus précisément à Miami. Il va y avoir beaucoup de matériel au cours de l'émission, je fournis mes analyses, mais c'est sûr que quand on a un week-end comme ça chargé avec 2 séances de qualification, 2 courses, une de 100 km et une de 57 tours, eh bien, c'est sûr que ça fait beaucoup de matériel pour un épisode du lundi. Donc, on va passer à travers de ça. On termine l'épisode avec les 2 questions de la semaine que vous nous avez faites parvenir par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Mais pour débuter, comme on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, eh bien c'est l'actualité dans le monde de la Formule 1. Aujourd'hui, dans l'actualité, bien, j'y vais en mode express. C'est ce que ça fait, les week-end sprints. Ça fait qu'il y a énormément de contenu, des épisodes très chargés. Mais je vous promets que vendredi, dans la formule entre 2 courses, je vais prendre plus de temps là, pour aller en profondeur sur ces différents sujets qui ont retenu l'attention. Eh bien, oui, Adrian Newey quitte Red Bull. Si vous n'avez pas attrapé notre segment ou plutôt notre épisode de vendredi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec notre collaborateur Frédéric Vallée qui est aérodynamicien, qui travaille directement dans le département aérodynamique à l'usine de Red Bull Racing à Milton Keynes en Angleterre. Eh bien, lui est venu nous partager son opinion versus le départ du grand Adrian Newey. Il nous a dit ses commentaires. Il nous a aussi parlé de tout plein d'autres choses comme de la RB20, le début de saison, son voyage qu'il a fait avec l'équipe en Australie, le poste qu'il occupe là-bas, là, vraiment sur quoi il travaille sans rentrer nécessairement dans les détails. Mais il nous a donné un peu ça là, de façon plus élargie. Là, qu'est-ce que ça comprend? Une journée de travail pour lui. Donc, c'est bien intéressant. Là, les gens ont bien apprécié. J'ai reçu beaucoup de bons commentaires. Donc, si vous n'avez pas eu le temps d'attraper ça, bien, je vous invite à le faire. C'est sur notre chaîne Spotify. Et envoyez-nous vos commentaires, même vos questions, car il va être de retour plus tard dans la saison, Frédéric. Donc, on pourra toujours lui demander s'il y a des choses qui vous viennent en tête. Autre dossier qui retient l'attention, bien qui continue de retenir l'attention, c'est le marché des pilotes autonomes en Formule 1. Carlos Sainz n'a toujours pas signé. L'offre de Audi, selon certains, est retirée de sur la table. On a signé Nico Hülkenberg et on cherche toujours un deuxième pilote. Ça a l'air que on avance que la date limite c'était au mois de mai. Il y en a d'autres qui disent que c'est à la mi-mai. Est-ce que c'est un bluff du clan Audi pour mettre un peu de pression du côté de Carlos Sainz, lui qui attend là. Audi, c'est vraiment son dernier recours. Il aimerait mieux sécuriser un volant dans une écurie qui peut compétitionner, qui peut aspirer au titre. Sergio Perez n'a toujours pas signé chez Red Bull. On n'a toujours pas trouvé notre deuxième pilote à côté de George Russell pour remplacer Lewis Hamilton du côté de Mercedes. On peut se poser la question s'il n'y aurait pas un poste de disponible chez Aston Martin avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines avec Lance Stroll. Encore là, est-ce que c'est plus un rêve que la réalité? Est-ce que c'est Carlos Sainz qui espère toujours avoir plus de possibilités pour lui l'an prochain? On ne le sait pas, mais pour l'instant, il veut attendre. Il veut être sûr de ne pas manquer une belle opportunité qui pourrait se présenter à lui, de continuer de compétitionner à l'avant du peloton. Donc, on le comprend un peu. Puis du côté d'Audi, on veut savoir là, si jamais on veut se retourner de bord, être capable de choisir notre pilote, finaliser notre équipe pour la saison prochaine. Et du côté de Mercedes, mais ce qui retient l'attention, là, c'est que, vous savez, là, dans les derniers mois, j'en ai parlé, là, le prodige Kimi Antonelli, que Toto Wolff aime bien, qui voudrait continuer d'évaluer pour savoir si c'est pas lui, le fameux remplaçant à Lewis Hamilton. Eh bien là, on a soumis une demande à la FIA pour avoir une exemption pour sa super licence. Parce que oui, les pilotes de Formule 1 ont des super licences, mais ça, il faut remplir les exigences. Les exigences sont d'avoir 40 points. Ces 40 points-là, il les a accumulés dans une série régionale chez lui en Italie. Donc, pas dans une série internationale. Ça vous montre à quel point il est jeune, il a très peu d'expérience, mais ces points-là, il les a pour se qualifier. Les 2 autres critères, par contre, il ne les a pas. Les 2 autres critères sont d'avoir 18 ans, ça, il va les avoir au milieu de l'été, et il faut aussi qu'il ait un permis de conduire chez lui, en bonne et due forme. Ça, il n'en a pas non plus, parce que ça prend 18 ans pour en avoir un en Italie. Donc ça, il l'a pas. Mais on l'a demandé quand même des exemptions à la FIA. Il semblerait que ça va bien les négociations, qu'on serait porté à vouloir lui donner sa super licence, lui donner les papiers nécessaires pour qu'il puisse courir en Formule 1. Là, pourquoi qu'on fait ça? Eh bien là, il y a tout plein de rumeurs qui tournent autour de ça. C'est qu'on voudrait possiblement lui donner le siège ou le volant plutôt
de Logan Sargent chez Williams. Il y a beaucoup de rumeurs en ce sens-là. Je trouve qu'il est tôt, il est très jeune, surtout qu'il reste encore beaucoup de courses à la saison. C'est très exigeant. Est-ce qu'il a le corps pour vraiment répondre à tout ça? Il n'a fait qu'à peine 3 courses en Formule 2. C'est la seule série internationale à laquelle il a participé dans sa carrière. Donc, il est très, très jeune et très peu d'expérience. Donc, ça reste à voir si c'est vraiment le plan qu'on a. Il y avait Jenson Button en entrevue là, sur le réseau Sky Sports en fin de semaine. Il travaille pour l'écurie Williams à titre d'ambassadeur. Lui, il a dit que c'était faux. Mais encore là, on était chez Logan Sargent, lui qui vient de Fort Lauderdale en Floride. Est-ce qu'on voulait ajouter de la pression à une saison qui va déjà mal pour lui? Est-ce qu'on a juste voulu éviter cette question-là? Ou Jenson Button en tant qu'ambassadeur, est-ce qu'il est vraiment au courant de ce qui se passe sur ce côté-là? Fait qu'il n'a pas vraiment menti en disant non, c'est faux. En tout cas, tout ça pour dire, ça reste à voir. Ce qui continue d'alimenter les rumeurs, c'est qu'on a fait faire des tests, des pratiques à Antonelli dans une W13, une Mercedes, et on les a fait faire sur le circuit d'Imola. Où ce qu'on dit que Antonelli prendrait la place de Sargent dans une Williams, eh bien c'est justement là, à Imola. Donc tout s'enligne un peu là. On lui a fait faire des tests parce qu'on peut pas lui faire tester la nouvelle Mercedes. On lui a fait faire des tests dans une W13. On voudrait l'envoyer chez Williams, le préparer pour l'emmener peut-être chez Mercedes dès la saison prochaine, ou du moins continuer à l'évaluer pour voir si c'est vraiment lui notre remplaçant de Lewis Hamilton. Donc il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte, qui va être intéressant à suivre au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, les développements là-dessus. L'autre grosse nouvelle, eh bien, c'est du côté du dossier Andretti. Le Congrès américain a envoyé une lettre à Liberty Media pour essayer de mettre un peu de pression. Puis là, quand il faut regarder le dossier, là, puis un peu lire entre les lignes, parce que c'est ce qu'on entend, le Congrès américain a envoyé une lettre, s'est mêlé du dossier pour la concurrence, pour le dossier de concurrence aux États-Unis. On veut être sûr qu'on n'est pas en train de bloquer Andretti de façon illégale, mais faut faire attention. Le Congrès, eh bien, c'est 12 membres. On est en période d'élection aux États-Unis, ça c'est important à savoir. Et on a un peu profité, là, il y a 12 membres qui ont un peu profité de la Formule 1 aux États-Unis pour se faire un peu de capital politique, se faire voir. On s'est mêlé du dossier. Sauf que quand on sort les grands titres, on dit le Congrès américain s'en mêle. Mais le Congrès américain, ça comprend 535 membres. Donc 100 membres au Sénat et 435 membres de la Chambre, où on peut souvent appeler ça le terme anglophone, on dit le House. Donc, ces 435 membres-là, plus les 100 membres du Sénat, ça en compte 535, mais il n'y en a que 12 qui ont décidé de remplir la lettre. Donc, quand on mentionne le Congrès, on étire un peu la sauce. Là, c'est quand même 12 membres qui ont décidé de soumettre la question. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça n'a pas fait avancer le dossier tant que ça. Et M. Andretti a reçu une lettre comme quoi qu'il avait été aussi refusé en Formule 2 et en Formule 3, qu'il tentait, là, il avait posé sa candidature là, pour rentrer dans les sous-catégories et préparer des pilotes, préparer à espérer monter en Formule 1, mais ça aussi là, du côté de Bruno Michel, le PDG, on a dit oh non, on a trop de voitures en Formule 3, puis si on rajoute des voitures en Formule 2, vous allez venir diluer le talent, donc on n'est pas prêt pour ça, on veut pas de vous. Alors il se fait fermer des portes, disons que ça leur a pas donné une gêne du côté de la F2 et de la F3 de dire avec tout ce qui se passe avec les médias, les 12 membres du Congrès américain qui s'en mêlent, on va attendre, on va réviser ça. Non, dès le lendemain, on dit vous n'êtes pas accepté, on n'a pas besoin de vous dans notre catégorie pour l'instant. Si ça conclut l'actualité, maintenant passons au week-end de course à Miami. Bien, tout d'abord, on s'élance sur la journée de vendredi. Je vous fais un petit survol. Vous savez, maintenant, dans les formats sprint, comme on a eu lors du dernier week-end de course en Chine, il y a seulement une séance d'essai libre. Donc, à ce moment-là, c'est un peu dur là, d'avoir quelque chose de représentatif à se mettre sous la dent afin de faire des bonnes analyses et de vraiment voir ce que les voitures ont dans le ventre pour le week-end. Car on sort un peu des programmes et des séances plus conventionnelles. Donc, chaque équipe va vraiment selon leur standard, selon ce qu'on veut aller recueillir comme données. Donc, c'est un peu plus difficile, là, comme je vous dis, de se faire une idée. Mais ce qui est arrivé, c'est que on a passé tout de suite à la séance de qualification en après-midi. C'est là qu'on a eu des petites surprises. Parce que ça vient déstabiliser les équipes. Je vous l'explique dans les derniers podcasts. L'inconnu, c'est ce qu'on essaye d'éviter en Formule 1. Et lorsqu'on arrive dans un week-end sprint, ben, c'est rempli d'inconnus. Encore plus quand on arrive sur un circuit comme un circuit qui est fabriqué seulement pour le week-end de course de Formule 1. Donc, pas d'autres séries qui coursent là. Il y en a ce week-end-là. Donc, on avait la F1 Academy
qui va un peu nettoyer la piste avant tout ça, mais ça reste une piste qui est assez neuve, qui est très peu utilisée. Donc, à tous les fois que les voitures décident de s'élancer sur la piste, il y a toujours une forme de nettoyage qui se fait. Quand on dit nettoyage, on pourrait même dire que c'est une forme de salir la piste plutôt parce qu'on vient, oui, enlever les débris, mais on vient aussi surtout ajouter de la gomme. On vient ajouter nos fameuses pneumatiques viennent se désagréger et on laisse ce caoutchouc-là sur la piste qui nous aide à aller chercher de l'adhérence. Donc, plus que les séances avancent, plus que les voitures vont en piste, plus que cette fameuse piste-là devient de plus en plus performante. On est capable d'aller chercher, on est capable de vraiment extraire plus de vitesse, on est capable d'aller chercher de l'adhérence. Donc l'adhérence, c'est l'ami d'une Formule 1. Plus qu'on colle au sol, plus qu'on est capable de générer de la vitesse. Donc c'est un peu tout ça là, qui se passe au cours d'un week-end comme ça à Miami. Eh bien, ça a donné une belle séance de qualification. On a eu l'action, ça a fait rire bien des gens, dont Max Verstappen, parce que on croyait un peu avec les séances de Cédib, puis avec ce qu'on a vu en qualification, que c'était les McLaren qui étaient favoris. Lando Norris, Oscar Piastri, on a apporté des améliorations significatives pour le week-end. On avait au total 10 améliorations seulement sur la voiture de Lando Norris parce que du côté de Piastri, comme c'est pas mal le cas, on nous a habitués dans la dernière saison, on lui a donné 50% des améliorations. On pourrait dire qu'il y en a 10 du côté de Lando et 5 du côté de Oscar. Mais ça a été assez là, pour qu'on voit qu'il y avait une différence, sauf que ce qui était un peu spécial, qui sortait un peu hors du commun, c'est qu'on était capable d'aller chercher cette performance-là, mais sur les gommes plus dures. Comment ça fonctionne? Les séances de qualification, les sprints shootout qui servent à donner l'ordre de départ pour la course sprint qui a lieu le samedi matin, qui était à samedi à l'heure du dîner, là, comme on était de retour là, dans l'hémisphère nord là, en Amérique, donc on était retour à des heures normales pour nous, donc c'était sur l'heure du dîner, cette fameuse course sprint-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que on était capable d'aller chercher plus de performance dans les gommes dures. La manière que ça fonctionne, les qualifications de shootout sprint, c'est qu'on exige aux courseurs et aux écuries de prendre des gommes dures, des gommes médiums pour la première séance, donc la Q1. Et si vous surveillez en Q2, c'est encore les gommes médiums. Et c'est en Q3 qu'on va vers les gommes tendres. Donc c'est là que c'est venu un peu changer la partie parce que du côté de McLaren, on s'en sortait bien en Q1, on s'en sortait bien en Q2, puis quand on a été obligé de passer aux gommes tendres, on s'est fait un peu surprendre et la performance a un peu disparu. Donc Verstappen, qui avait peut-être déjà concédé qu'il n'aurait pas la pole, c'est lui qui s'est avéré à l'avoir. Et puis il a été le premier surpris là, lorsque son ingénieur lui a annoncé au micro, il s'est dit ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Il se demandait là, si passait quelque chose, quelqu'un a fait une erreur, puis comment ça tout le monde a fait une erreur en même temps. Donc ça a donné une drôle de réaction plutôt que yes, oui, j'ai bien fait ça, bravo à l'équipe. C'était vraiment plus une réaction de ah ouais, en bon commun, en bon nous autres on aurait dit tu me niaises-tu là? Ça un peu à ça, sa réaction. Mais finalement, il était bel et bien en tête. C'est lui qui avait la pole. L'autre surprise qu'on a eue, c'est pas ce qui était en deuxième place. Parce que Charles Leclerc avec sa Ferrari, je vous l'ai déjà dit, selon moi, c'est le deuxième ou le meilleur pilote en qualification. Donc, quand on le voit réussir des bons temps comme ça, peut-être que ça n'a pas toujours le cas, là, mais par le passé, là, son historique nous démontre qu'il est très bon sur un tour donné. Charles Leclerc est vraiment un pilote pour aller chercher de la performance sur un tour. Il est parmi les meilleurs, ou sinon le meilleur du peloton, suivi par le coéquipier de Max Verstappen, troisième. Que là, il n'y a pas trop de surprises là, pour cette grille-là, cette journée-là, mais c'est surtout Daniel Ricciardo, quatrième à bord de sa Racing Bulls. Plusieurs d'entre vous, dont moi, on était contents de le voir là. Il y avait eu un début de saison difficile. Il y avait des rumeurs qu'on le remplacerait peut-être. Il y a Liam Lawson qui a été vu à plusieurs week-ends de course. Les caméramans se faisaient une vraie joie, là, un fun fou de mettre des angles de caméra avec Daniel Ricciardo et Liam Lawson pour alimenter les spéculations. Ça n'en fallait pas plus. Ces photos-là se ramassaient sur les réseaux sociaux, puis ça donnait beaucoup de conversations. Nous-mêmes, lors du podcast Entre deux courses, on avait abordé le sujet, à savoir si Daniel Ricciardo terminerait la saison en Formule 1. Puis là, il y a eu l'histoire du châssis il y a quelques semaines. Daniel Ricciardo a demandé à son écurie de dire, lui il a dit je pense que le châssis c'est le problème. Pourtant dans les données de chez Racing Bulls, on disait non, on t'assure, il n'y a pas de problème vers le châssis, sauf qu'on était bons joueurs, on a dit on va te le changer pareil. En Formule 1, puis dans tous les sports, la confiance d'un athlète, c'est très important. Donc on s'est dit si le châssis affecte la confiance de Daniel Ricciardo, on va mettre
toutes les chances de notre côté. On a confiance en ce pilote-là. On l'a rapatrié dans la famille Red Bull dans la dernière saison. On pense qu'il y a plus de talent que ça. On le connaît depuis longtemps. Donc, on lui a dit, on va te donner un nouveau châssis. On avait un à l'usine, ce qui ferait des jaloux là, du côté de chez Williams, que chez Racing Bulls, nous, on a des châssis qui traînent à l'usine comme ça, qu'on peut changer quand on veut. Donc, on en a donné un à Daniel Ricciardo. Mais depuis ce temps-là, on est forcé d'admettre qu'il a remporté son pari. Ça a changé sa saison. Les résultats sont supérieurs à ce qu'on avait vu. La confiance semble être revenue. Donc, est-ce que vraiment les données de l'écurie étaient bonnes? Est-ce que c'est vrai que le châssis avait pas de problème? Est-ce que c'est juste mental que c'est venu changer un peu la perception de Daniel Ricciardo de dire là, c'est correct, j'ai les chances de mon côté. On m'a fait confiance, j'ai mon nouveau châssis, je vais être capable de performer. C'est-tu juste les tracés vers où on est rendu, que c'était moins favorable pour lui en début de saison, il a apprivoisé sa voiture, mais il y a quelque chose qui a changé. Puis au bout de la ligne, même si on mettra probablement jamais le doigt dessus, puis on saura jamais vraiment si c'était mental ou le châssis, les bonnes nouvelles, c'est qu'il semble en confiance et les résultats semblent vouloir venir. Donc, quatrième, pour lui, c'était un super bon résultat. Puis c'est pas parce qu'on a apporté énormément d'améliorations, parce que oui, on en avait pour le week-end du côté de Racing Bulls, mais rien à voir avec ce qu'on avait du côté de McLaren. Là. Simplement des petits changements à la géométrie du plancher, là, mais on le disait nous-mêmes que c'est pas grand-chose de spécial. Là. C'est pas aussi prononcé à ce qu'on a eu dans les dernières semaines. Ben, le reste du peloton, eh bien, on avait Carlos Sainz derrière lui, donc déjà là, mettre sa Racing Bull devant une Ferrari, c'était déjà assez impressionnant. Ensuite, on vous le disait, on a perdu la performance là, un peu de nulle part du côté de McLaren, donc on était sixième du côté de Piastri, septième pour Lance Stroll. Lance Stroll, là, on s'attendait, il fallait qu'il fasse un gros week-end. Je pense que jusque-là, quand on regardait les essais libres et la qualification, la sprint shootout, il a livré la marchandise, beaucoup de pression. Il a fait énormément jaser. Là, on a parlé de lui durant tous les deux saisons, durant tous les 2 semaines mortes, pas de Grand Prix. Heureusement qu'il y a eu l'histoire Adrian Newey pour venir un peu enlever là, d'attention médiatique sur Lance Stroll et sa fameuse collision là, en plein trafic là, quand il est venu rentrer, faire un carambolage dans les voitures stationnées à l'heure de la relance au Grand Prix de Chine. Donc c'est ça qui avait retenu pas mal l'attention. Donc Lance Stroll voulait se racheter un peu. Donc septième, il se qualifie devant Fernando Alonso. Ça en soi, c'est un exploit pour lui. C'est pas souvent qu'on voit ça. Donc Alonso huitième, Norris était neuvième, Hülkenberg dixième. Fait toujours bien. Hülkenberg, depuis le début de la saison, en qualification, c'est à croire que Haas ont leur place dans les 10 premières voitures quand on regarde un peu tout ça. 11e pour Russell, c'était assez pénible pour les Mercedes qui ont apporté des grosses améliorations. Là. Ça, c'est encore plus décevant pour eux. On a quand même apporté des améliorations significatives à notre voiture. On a changé plusieurs choses. On pense qu'on est capable avec des nouvelles géométries de plancher. On a changé un couvert sur la voiture. Donc, tout ça, là, on pensait être capable de mieux gérer l'appui aérodynamique. Puis finalement, on va se donner une chance quand même parce qu'apporter des améliorations sur un week-end sprint, c'est jamais facile. Alors, on a seulement une séance d'essai libre, donc on peut pas vraiment lire que c'est un échec, mais non, mais on doit au moins penser qu'on s'attendait probablement à mieux que ça, puis c'est pas ce qu'on a eu là. Ça semblait encore compliqué. Donc 11e pour Russell, 12e pour Hamilton, 13e pour Ocon, 14e pour Magnussen, 15e pour Tsunoda. Tsunoda, c'est tout le contraire. Hein. Lui, il a demandé d'avoir un nouveau châssis lui aussi parce que là, il dit moi ça allait bien avant que vous changiez celui à Ricardo. Puis là, depuis ça là, ça semble plus compliqué. Ensuite, c'est 16e pour Gasly, 17e pour Joe, 18e pour Valtteri Bottas, Logan Sargent, 19e et Alex Albon, 20e. Lui, il s'est fait effacer son temps de qualification. Vous savez comment ça fonctionne? Lorsqu'on met les 4 pneus à l'extérieur des limites de la piste, eh bien, on retire le temps. Le temps est désactivé. Donc, à ce moment-là, il s'est ramassé 20e. Et c'était la première fois depuis qu'on a ce duo-là chez Williams que Logan Sargent réussissait à se qualifier en avant d'Alex Albon. Encore là, certains vont dire oui, mais c'est parce qu'il s'est fait effacer son temps, mais le principe reste qu'il a réussi à se qualifier devant Alex Albon parce que lui, son temps, même si c'était le dernier enregistré, ben, il était quand même devant celui de son coéquipier. Donc, pour la première fois que Logan Sargent réussissait à avoir le dessus sur son coéquipier Alex Albon lors du week-end. Donc, on peut prendre ça. On va tout prendre hein, du côté de Logan Sargent. Toutes les petites choses comme ça ont des saveurs de victoire, même si des fois, on prend pas mal juste ce qui vient. Mais quand même, au moins, il était chez eux. Il est né quelques minutes de l'ENA Fort Lauderdale, donc à quelques minutes du Hard Rock Stadium à Miami. Donc, pour lui, c'est vraiment un grand à la maison. Donc,
de réussir cet exploit-là entre plusieurs parenthèses. J'imagine que ça y a peut-être fait un petit prix de consolation. Pour ce qui est de la course sprint, eh bien, vous m'aviez entendu là, dans les dernières semaines, j'avais des inquiétudes. Parce que je pense que la nouvelle formule, peut-être qu'on a quelque chose pour que ça fonctionne. Il reste peut-être encore des petits ajustements à faire, mais qu'on se retrouve sur un circuit comme Miami qui est très dur pour les pneus. Ça me faisait un peu peur. Je me disais, si on arrive là, puis on n'est pas capable toutes les voitures commencent à décider de protéger leurs pneumatiques. Est-ce qu'on va revivre ce qu'on avait vu à Austin, au Texas, qui avait été une des courses sprint les plus plate à regarder. En plus, moi, ce qui était ma crainte aussi, c'était une voiture de sécurité. Automatiquement, on a des courses de 19 tours. On demande beaucoup de préparation pour une course sprint. Donc, une séance de qualification la veille, on demande aux gens de se placer devant le téléviseur 4 heures avant la deuxième qualification, donc la qualification de la course, pour écouter une course. On est tous contents. Plus qu'on a des F1, on est heureux. Sauf que parfois, comme on avait vécu au Qatar, ben on se ramasse que s'il y a une voiture de sécurité, une neutralisation, et ça prend énormément de temps à retirer la voiture, ben on se ramasse à avoir une course d'à peine 10 tours, 12 tours. Donc à ce moment-là, c'est pas fameux pour le spectacle. Donc c'était ma crainte là-bas, qu'il y ait beaucoup de chances qu'on ait une voiture de neutralisation. Et c'est ce qu'on a eu au départ, parce que Lewis Hamilton a décidé de se transformer en véritable bélier. Là. Il a décidé de passer la gratte comme en hiver. Là. On ne parlera pas de ça parce qu'on commence à s'en sortir ici. Le beau temps est arrivé. Mais ça nous a fait penser à ça un peu. Là. Il a décidé de passer la gratte au départ. Il a ramassé la voiture de Fernando Alonso, qui a finalement fini par Stroll. Norris aussi s'est ramassé à écoper de ça. Donc, il y a eu plusieurs voitures qui ont été pénalisées, sauf Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a pu continuer sur son chemin. Il a gagné plusieurs positions au départ grâce à ça, en faisant le ménage. Alors, on a décidé de ne pas pénaliser Hamilton. Ça, c'est ce qui a fait ensuite couler beaucoup d'encre. Ça a pris beaucoup d'attention de là jusqu'au lendemain à cause que Fernando Alonso, tu allais mentionner, ben, la raison pourquoi que lui n'est pas pénalisé, c'est parce qu'il est britannique, puis moi, j'ai des pénalités parce que je suis espagnol. C'est sûr que par le passé, c'est pas la première fois qu'on a déjà entendu ça, là, que les pilotes britanniques pourraient être un peu plus favorisés dans certains cas. Lewis Hamilton à cause de son statut. Fait que tout ça, ça l'a fait un peu, là, c'est venu un peu faire discuter, remettre en question. C'était pas la première fois aussi. Il avait déjà commencé ça il y a 2 semaines, Fernando Alonso, de dire que il n'avait pas vraiment la faveur de la FIA depuis le début de la saison. On était très sévère à l'endroit de lui. Ensuite, Mike Crack avait rajouté ça après le Grand Prix de Chine, disant que Aston Martin se sentait visé par ces pénalités-là. C'était peut-être pas le meilleur moment parce que de rentrer avec la situation qui était arrivée avec Lance Stroll, qui était vraiment une pénalité justifiée, là, à ce moment-là, c'est venu un peu enlever de la crédibilité aux commentaires. Mais si c'était vraiment concentré de dire oui, on est sévère avec Fernando Alonso, puis on peut retourner là à une situation en début de saison. Rappelez-vous, il y avait eu un peu une controverse avec le président de la FIA qui aurait supposément fait un peu de lobbying là, pour aider Fernando Alonso plutôt dans une décision lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2023 qu'il aurait essayé de lui faire éviter une pénalité. Finalement, l'enquête a été rejetée, il n'y avait pas de preuves, c'était pas fondé comme accusation, mais depuis ce temps-là, on dirait qu'on essaie de montrer que non, nous, on n'a pas de parti pris, on est vraiment honnête, on est juste. Puis là, on dirait qu'on essaye un peu de dépasser la limite de la justesse pour prouver notre point, on n'est plus vraiment juste, on est très sévère. On se rappelle la pénalité en Australie, toutes ces choses-là, à l'endroit de Fernando Alonso. Ben, c'est ça. Mais là, on n'en a pas donné à Hamilton. Ça a donné qu'il a pu continuer sur sa course. Puis avoir une bagarre là, tout le long avec Kevin Magnussen, c'était très limite. Là. Ça, on va en parler justement dans notre épisode entre deux courses. Là. Puis hâte d'avoir l'avis de notre collaborateur Jean-Christophe Trahan, champion de F2000, qui est pilote lui-même et qui est aussi un formateur là, qui aide au développement de nouveaux pilotes. Donc tout ça, là, on va essayer de savoir un peu qu'est-ce qu'il en a pensé de tout ça. Est-ce que c'était de la conduite dangereuse? Est-ce qu'il était bon joueur d'essayer de défendre sa position tout au long? Donc on va en parler là, à l'épisode entre deux courses qui va être disponible vendredi de cette semaine. Donc tout ça, c'est ça. Kevin Magnussen, lui, s'est ramassé avec une pelletée de pénalités après cette course-là pour tout ce qu'il a fait. Là. Il a sorti des limites de piste, il a bloqué Lewis Hamilton, il a à peu près tout fait ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais son but, lui, c'était de conserver, de protéger la place à Hülkenberg devant. Tous les points sont importants du côté de l'écurie Haas et surtout dans les courses sprint. C'est des belles opportunités pour nous d'aller soutirer des points parce que c'est surtout sur le long terme, là, lorsque l'usure des pneumatiques rentre en conséquence, les arrêts au plus rentrent en conséquence. Bien là, à ce moment-là, on a plus de misère à aller
marquer des points. Donc, dans les courses sprint, pour nous, c'est des opportunités pour toutes ces petites écuries-là. Quand je dis petites, là, c'est des écuries qui ont peut-être moins les outils pour se faire justice dans une course pleine grandeur là, avec le vrai nombre de tours. Donc, à ce moment-là, sur un petit 100 km, il y a des points qu'on peut aller chercher, des points sur la table. Donc, on essaie de prendre qu'est-ce qui passe. Pour la course sprint, eh bien, c'est Max Verstappen qui l'a remporté devant Charles Leclerc, devant Sergio Perez. La surprise encore, ça a été que Daniel Ricciardo a réussi à défendre sa position. Il a réussi à rester quatrième, résister aux attaques de Carlos Sainz. Ça nous a donné un bon spectacle, ça aussi. Une bonne bagarre en piste. Une fois là, qu'on a réussi à retirer, là, comme je vous l'ai dit, on a eu la petite voiture de sécurité au départ, mais on a bien fait ça. Hein. Du côté de Miami, là, les commissaires étaient vraiment efficace tout au long du week-end. Lorsqu'il y avait une neutralisation, on niaisait pas, on savait ce qu'on avait à faire, puis c'était pas long que la voiture disparaissait plutôt, puis on était capable de relancer l'épreuve. Donc ça a été bon pour ça. On n'a pas été trop privé d'auto. C'est tellement important dans une course sprint qu'on n'ait pas une neutralisation qui s'étire, parce qu'à ce moment-là, ben, c'est le spectacle qui en prend un coup. Donc comme je vous dis, Ricciardo 4e, Sainz 5e, Piastri 6e, Hülkenberg 7e. Merci à Kevin Magnussen, parce que lui qui a retenu Hamilton tout le long, eh bien, ça a permis à lui de préserver cette position-là et de marquer des points importants pour Haas. Tsunoda, 8e. Pourquoi Tsunoda? Eh bien, lui est arrivé à un moment donné dans l'action, là, entre Magnussen et Hamilton, a réussi à bénéficier d'une position. Finalement, il a reperdu cette position-là. Mais ce qui est arrivé, là, c'est un peu le karma qui est venu rattraper Lewis pour son départ. Lui qui avait sorti 3 compétiteurs de la course, eh bien là, à ce moment-là, qui n'avait pas été pénalisé, bien, on a réussi à le pénaliser pour une autre chose. Il s'est fait attraper la main dans le sac pour avoir fait de la vitesse dans la ligne des puits lorsque la voiture de sécurité a voulu éviter la collision qu'il y avait à la fin de la ligne droite. Mais à ce moment-là, c'est commun qu'on fait ça. On coupe dans la ligne des puits avec les voitures. Donc, on passe tout le long de la ligne des puits avec toutes les voitures, puis on retourne en piste. Mais ça, à ce moment-là, il ne faut pas se faire prendre, parce que c'est pas parce qu'on est derrière la voiture de sécurité que la limite de vitesse dans les puits ne s'applique pas. Donc, elle est appliquée en tout temps. Lewis Hamilton a oublié. Ça a été un oubli de sa part. Ça peut arriver. Donc, c'est arrivé, puis c'est ça qui lui a valu une pénalité. Donc, en fin de course, on lui a retiré cette fameuse 8e place-là. Et c'est plutôt Tsunoda là, qui a pu l'avoir. 9e pour Gasly. Bon résultat, même si on ne marque pas des points. Alpine, on prend ce qui passe, de finir dans un top 10, même si c'est une course sprint, c'est déjà quelque chose de positif. Ensuite, Sargent, 10e, quand on parle de positif, même chose pour lui. Après ça, 11e pour Joe, 12e pour Russell, ça a été une course à oublier. Après ça, 13 pour Albon, 14e pour Bottas, 15e pour Ocon, Hamilton 16e, une pénalité en course sprint, c'est vraiment dommageable sur votre résultat parce que les voitures sont très proches, on n'a pas le temps de s'espacer. Plus qu'on a de tours, bien sûr, tout le monde gagne du temps. On commence à créer des distances entre les voitures, mais en course sprint, ce n'est pas le cas. Donc, une pénalité vaut encore plus. Donc, 16e pour lui. 17e pour Alonso. Lui, ben, sa course a été gâchée, comme on vous le disait. Magnussen, même affaire, finalement, tellement eu de pénalités qu'il s'est ramassé à finir à être dernier. Puis pour Stroll, ben, lui, il n'a pas pu compléter la course. Lui, ça a été un abandon. Et même chose pour Lando Norris. Eh bien, c'est ce qui complète le petit résumé là, de la sprint shootout, du format sprint. Et maintenant, on peut passer au Grand Prix qui avait lieu dimanche, mais avant la séance de qualification qui avait lieu samedi après-midi. Ça fait partie de la nouvelle réalité avec cette formule sprint qu'on a implantée cette saison. À peine sortis de leur voiture, on a une période de 4 heures pour se repréparer, se refocuser à performer parce qu'on a la séance de qualification qui va déterminer la grille de dimanche qui a lieu un peu plus tard dans la journée. On doit remplir nos obligations, donc on n'est pas exempté d'aller faire nos entrevues avec les différents médias, ce qui ne fait pas l'affaire de tous les pilotes. Là. On a eu justement un pilote Red Bull qui nous a fait savoir son opinion et pour une fois, eh bien, ce n'était pas Max Verstappen qui a critiqué cette formule sprint-là, c'était plutôt son coéquipier Sergio Perez qui mentionnait que c'est pas l'idéal. Là. On aimerait mieux pouvoir se concentrer et garder le focus sur ce qu'on a à faire car le travail est pas fini dans cette journée-là. Il reste une séance de qualification, une Q1, une Q2, une Q3, idéalement si ça va bien, pour déterminer notre ordre de départ pour le Grand Prix, l'étape qui donne le plus de points dans un week-end. Donc le temps là, qu'on fasse un peu qu'on remplisse toutes nos obligations avec les différents médias, qu'on finisse nos entrevues, qu'on ait mentionné à notre équipe, à nos mécaniciens, qu'est-ce qu'on veut
veut avoir des discussions avec nos ingénieurs? Est-ce qu'on veut modifier les réglages? Parce que ça aussi, là, c'est la nouvelle réalité. Normalement, on était pris avec nos réglages tout le week-end, mais là, on a le droit de les modifier. Donc là, on vient de sentir la voiture, on vient de voir ce qu'elle avait l'air en course. Est-ce qu'on veut prendre le pari de modifier ça et d'avoir des réglages différents pour la qualification, mais qui vont nous servir peut-être mieux en course avec la lecture qu'on a pu prendre? On a aussi l'équipe, les autres, qui ont accumulé des données et qui ont vu ça allait pas, ça allait. Si on joue avec ça, c'est peut-être un peu risqué. Donc, il y a toute cette décision-là qui doit se faire dans cette période de 4 heures-là. Donc, on n'a pas vraiment de repos, là. Ça doit passer excessivement vite pour les différentes écuries, les pilotes, les ingénieurs, les directeurs, tout le personnel impliqué à ça, là, c'est un 4 heures qui doit filer à toute allure. On a énormément de décisions à prendre. Rappelez-vous, Lewis Hamilton, il y a 2 semaines en Chine, qui avait pris la décision de modifier sa voiture. Finalement, il avait payé le prix parce qu'il il était deuxième en course sprint, puis il s'est ramassé à se qualifier 18e pour le Grand Prix. Oui, il y avait eu une erreur, mais en grande partie aussi, l'erreur avait été peut-être possiblement causée par les réglages qu'il avait mal sélectionnés. Donc tout ça, là, faut rentrer ça en perspective dans un week-end sprint. On est encore en train de comprendre un peu comment ça fonctionne, essayer d'apprivoiser cette formule-là. Et ça faisait partie de la réalité tout au long du week-end. Non seulement on avait ça, mais on avait aussi, à tous les fois qu'on se présentait en piste, on avait un peu un terrain de jeu différent, là, parce que la piste a cessé d'évoluer tout au long du week-end, de nous jouer un peu des tours. Donc à ce moment-là, on composait un peu avec tout ça. Mais pour nous, les personnes qui regardent ça à la télévision, les amateurs de Formule 1, eh bien, on se plaint pas parce que c'est ça qui vient ajouter au spectacle, un peu d'improvisation. Ça fait pas de tort, ça sort un peu de la routine, puis ça nous donne de l'action à se mettre sous la dent. Mais pour la séance de qualification, je parle de sortir de la routine, mais on n'a pas sorti trop de la routine parce que c'est Max Verstappen qui a signé la pole pour le Grand Prix. On s'attendait peut-être encore une fois que les McLaren soient favorites, qu'on puisse revenir, mais encore là, ces séances-là se déroulent uniquement en gomme tendre. On en parlait tantôt dans le premier bloc. On a eu de la difficulté tout au long du week-end. C'était les gommes dures qui réussissaient à nous donner le plus de performance. Donc, on n'a pas été capable de se faire justice et d'aller signer une pole. On n'a même pas été capable d'être deuxième parce que c'est Leclerc qui a été deuxième, troisième pour Sainz, quatrième pour Perez, seulement cinquième Norris qui a été la première des McLaren, donc la plus proche de la pole position. C'est lui avec cette cinquième place-là, suivi par son coéquipier Oscar Piastri. George Russell, septième, huitième pour Hamilton, neuvième pour Hülkenberg, dixième pour Tsunoda. Un beau résultat. Ça, c'est là qu'on se dit, hein. Les Haas, 9e, 10e avec Hülkenberg, pas avec Magnussen, ça semble être leur position. Ce qui est quand même assez intéressant de dire qu'on est capable, là, s'il y a une écurie, un peu comme Frédéric Vasseur, là, si vous avez lu les commentaires, on les a publiés sur notre page Facebook, qui disait on joue dans une partie qu'on est à 1/10. Donc, on peut, avec une erreur, un petit détail, d'être un héros à 0. Donc, on peut être quasiment deuxième, mais si on se trompe, un réglage, une petite erreur de pilotage, on peut se ramasser à être sorti du top 10. Bien, c'est un peu ça qu'on voit, là, parce qu'on a des écuries, justement, comme Haas et Racing Bulls, qu'eux autres se retrouvent toujours 9e, 10e. Qu'est-ce qui arrive? Bien, à ce moment-là, Stroll se ramasse 11e. On sort les Aston Martin du top 10 parce que on a échappé un petit détail. Soit on l'a échappé en piste, soit on l'a échappé dans le 4 heures de préparation pour nos réglages. À ce moment-là, on se ramasse que c'est justement, on est 11e du côté de Stroll, Gasly 12e. Belle performance pour les Alpines quand on prend ça en perspective avec notre début de saison. 13e pour Ocon, 14e pour Albon et 15e pour Alonso. Qu'est-ce qui s'est produit? L'Aston Martin, on peut aussi ramener là, que pendant le 4 heures de préparation, on est obligé de faire des modifications à notre voiture, réparer les dommages qui avaient été causés par Lewis Hamilton qui ne s'est pas immobilisé dans le premier virage lors de la course sprint. Ça fait partie de la réalité, ça. Si on a des dommages subis pendant la course de 100 km le matin, à ce moment-là, ça vient un peu tout bousculer l'horaire. Si on était victime de ça, puis on avait des petites améliorations pour le week-end chez Aston Martin. Rien de dramatique, mais ces petites améliorations-là, on n'a pas été capable de les remettre. On n'en avait pas assez de pièces de remplacement. Donc, Stroll s'est ramassé à avoir un peu une modification d'amélioration et de vieilles pièces. Puis du côté d'Alonso, on n'a pas vraiment précisé la nature, mais il y a eu aussi, on est obligé de modifier un peu qu'est-ce qu'on avait là, comme plan. Donc, ça aussi, c'est venu un peu chambarder et tout bousculer le week-end. Donc, Alonso 15e, Bottas 16e, Sargent 17e, Ricardo 18e. Et ça a changé vite cette journée-là. Je vous disais à quel point ça avait bien été le matin. Belle performance, 4e. Là, finalement, en qualification, on fait 2 erreurs sur un tour.
on en parle, les détails. Donc, quand on fait 2 erreurs sur un tour de qualification, eh bien, c'est pas long qu'on se ramasse en 18e position. Donc, la voiture qui était 4e avec un tour quasi parfait dans la sprint shootout, il commet 2 erreurs sur un tour de qualification, il est rendu 18e. Vous voyez là, ça peut basculer, là, ça tient vraiment pas à grand chose et c'est ce qu'on a vu encore. Donc Ricardo 18e, Magnussen 19e, Joe 20e. Ricardo en plus, là, pour ajouter à tout ça, là, il avait écopé d'une pénalité de mémoire, c'est 3 places sur la grille. De toute façon, il ne peut pas aller bien plus loin que 3 places. Il est 18e. Donc avec ça, il avait eu ça au Grand Prix de Chine pour avoir dépassé une voiture sous la voiture de sécurité. Donc à ce moment-là, ça le reléguait en dernière position pour le Grand Prix. Donc celui qui venait tout juste de terminer 4e savait maintenant qu'il s'élancerait dernier pour la course de dimanche. Parlant de la course de dimanche, eh bien c'était le temps là, de recueillir tous les vedettes à peu près partout dans le monde. Là. Les Pat Mahomes, les Tom Brady étaient là. Il y avait des gens de partout, autant du monde du sport que du monde de Hollywood. Tout le monde est descendu pour venir voir le Grand Prix. Ça attire énormément d'attention. On avait même l'ancien président américain Donald Trump qui s'est permis une journée de vacances en cours durant ses procès pour assister au Grand Prix et aller prendre un bain de foule. Il a même été dans le garage de l'écurie McLaren. Est-ce qu'il aura porté chance? Ben, c'est ça qu'on va voir un peu plus tard dans nos résultats. Eh bien, c'est tout ça. C'était les vedettes, la chaleur, parce que George Russell l'expliquait là, en début d'épreuve que Miami, c'est pas juste la piste qui est compliquée, c'est un sauna. C'est très, très chaud. Il disait la chaleur est plus compliquée que le tracé. C'est ce qui vient nous causer énormément de problèmes à l'intérieur des voitures parce que on faut qu'on compose avec ça, il faut qu'on garde notre concentration. Donc, c'est vraiment un élément difficile pour nous, les pilotes. Donc, on essaye de faire le mieux possible. Donc, c'était ça. C'est la réalité, mais c'était ça. Donc, au départ, Max Verstappen, bon départ contre Charles Leclerc. Et c'est Sergio Perez qui fait un copier-coller de ce que Lewis Hamilton a fait, mais encore plus agressif. Il passe complètement tout droit dans le premier virage. Il n'a jamais été capable d'immobiliser sa voiture. C'est vraiment là, comme un éclair qui frappe entre 2 arbres. Là, il a quasiment attrapé l'arrière de la voiture de son coéquipier Max Verstappen. Ça aurait été fini pour lui. On aurait eu probablement 2 Red Bull sortis de l'épreuve. Il a aussi évité les 2 Ferrari de peu. Chapeau à Carlos Sainz qui a vu du côté droit de son angle mort. Il a vraiment aperçu une Red Bull s'en venir à tout à l'heure. Il a donné un petit coup de volant. Question de laisser passer Perez et d'être capable de regagner la trajectoire de piste. Donc, vraiment, Sergio Perez, là, ça aurait pu être vraiment pire que ça. J'aurais été curieux de voir là, s'il y avait eu accrochage, si les commissaires de piste auraient pris une décision différente à ce qu'on avait vu la veille avec Hamilton. Si on aurait décidé de sévir, on était dans une drôle de position. Hein. C'est ça que ça crée. Là. Quand on a 2 courses le même week-end, puis on a un scénario qui arrive, puis qu'on décide de pas sévir, puis qu'on aurait une situation très semblable le lendemain, ben ça nous place dans des drôles de position parce que là on peut faut quasiment utiliser jurisprudence même s'il n'y en a pas souvent dans le côté de la FIA, mais de dire là est-ce qu'on aurait dit oh non ça c'est plus un incident de course, c'est pas on laisse passer puis c'est le premier tour parce que ça j'ai trouvé ça drôle hein, parce qu'on a dit on laisse passer parce que c'est un incident de course au premier tour, ça arrive. Ça c'est vrai, je le comprends quand on a plusieurs voitures dans un tas, des fois il peut arriver des incidents. Sauf qu'il y a aussi un règlement qui dit qu'on doit être en contrôle de notre voiture en tout temps. Là, clairement, Perez n'était pas en contrôle, mais lui, il n'a pas touché personne. Mais la veille, Hamilton n'était pas en contrôle non plus, puis on a décidé de laisser ça aller. Donc là, on pouvait pas rien faire de toute façon. Tout est bien qu'il finit bien d'une certaine façon. Il n'avait pas accroché personne, Perez, mais ça en est fallu de peu. Eh bien, le Grand Prix, là, on a eu de l'action, on a eu des dépassements, ça a été la même chose pendant la sprint. Ça a donné une bonne course, ça a donné un bon spectacle du début à la fin. On savait pas trop qui allait l'emporter. Puis ce qui est arrivé, c'est que on a décidé de faire une stratégie du côté de McLaren. On a décidé de rester en piste. Pourquoi qu'on a resté en piste plus longtemps que tout le monde? Eh bien, c'est facile à savoir. Vous avez écouté le premier bloc, j'ai parlé des qualifications, j'ai parlé des séances d'essais libres, j'ai parlé de la course sprint. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que les McLaren ont eu du succès sur les gommes dures, plus précisément les gommes médium. Donc, on n'était pas pressé nécessairement d'aller à l'intérieur, d'aller au puits et de mettre les gommes dures. On voulait garder les gommes médium avec qui on avait eu beaucoup de succès. Puis la gomme dure ne nous faisait pas peur aussi parce que ça semblait être comme ça. En autant qu'on mettait pas les gommes tendres, on semblait pas avoir de problème du côté de McLaren lors du week-end. Donc on a décidé d'étirer notre passage en gomme médium. On a aussi opté pour une stratégie que lorsque les voitures en avant, les voitures du devant le peloton qui étaient devant Lando Norris qui se trouvait 5e, bien à ce moment-là, lui, ça lui a clairé de l'espace. Il a pu vraiment
rouler sans l'air sale. Quand on ne suit pas de voiture, ben, on n'a pas de chaleur qui est dégagée. Ça vient ménager nos pneus, ça vient ménager notre moteur, ça vient nous donner de l'air propre. Donc, le moteur se nourrit de cet air-là. On a plus de performance. Donc, tout ça, on a décidé de bénéficier de ça du côté de McLaren. Puis, on a gagné énormément de temps en piste. Tellement que quand que Max Verstappen est ressorti, et pour lui, ça devait être une formalité de rejoindre Lando Norris parce que lui aussi, là, du côté de Red Bull, on avait très bien fait notre stratégie. On a décidé de faire rentrer Verstappen qui est ressorti avec pas de trafic en avant de lui. Il était à 11 secondes de Lando Norris, 10 secondes plus précisément que lorsqu'il est sorti. Il avait du temps pour le rejoindre car l'autre allait être obligé de rentrer au puits. Lui, ça lui donnait du temps en piste propre, pas d'air sale comme je mentionnais. Il était dans la même situation que Norris était. Donc pour lui, il pouvait vraiment aussi bénéficier de ça et profiter de ce temps-là pour gagner du temps. Mais c'est pas arrivé. Aussitôt qu'on a mis les gommes dures sur la Red Bull, c'est comme si on a fermé la performance et s'est passé quelque chose. Il y avait aussi eu un incident là, plus tôt dans la course. Max Verstappen a frappé les espèces de cônes là, qui sont là pour dissuader les pilotes de court-circuiter cette fameuse chicane-là là, en dessous des viaducs. Là. On met ça là pour empêcher justement que les pilotes prennent ce petit raccourci-là. Ben lui, il l'a accroché. Il a passé dessus à un moment donné. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé avec l'arrière qui semblait instable, comme il s'est plaint tout au long du week-end. Donné un coup de volant. Il a décidé de prendre cette sortie-là à place d'aller foncer dans le mur ou de perdre le contrôle de sa voiture. Il a décidé de dire « moi, je ne prends pas ce virage-là. J'arrive beaucoup trop vite. » Mais là, le fameux cône a touché sa voiture. On a même vu peut-être des débris. Même si ça a monté sur le dessus, ça semble avoir peut-être bagarré quelque chose. On n'a pas eu de détails là-dessus. Mais du moins, il y a quelque chose qui s'est produit. Mais plus précisément, c'est quand on a mis les gommes dures. Aussitôt qu'on a mis les gommes dures, là, je vous dis, les 10 secondes qu'il y avait d'écart avec Lando Norris, il n'a même pas été capable de le faire descendre. Même à un moment donné, c'est allé dans le sens inverse. C'est allé à 11 secondes. C'est pas ça qu'on voit normalement parce qu'on a Lando Norris qui est en piste avec des gommes qui sont là depuis 20 quelques tours. On a Max Verstappen qui arrive avec des gommes flambant neuves, même si c'est des durs contre des médiums. Normalement, on est supposé de créer un écart. On est supposé d'être capable de refermer cet écart-là et d'être plus rapide. Puis c'est pas ce qui est arrivé. On allait de l'arrière plutôt que d'aller de l'avant. Donc à ce moment-là, on savait qu'il y avait de quoi qui clochait. Et là, il y a eu la fameuse voiture de sécurité, neutralisation à cause d'une collision avec qui? Ben, nul autre que Kevin Magnussen qui a frappé à peu près tout ce qui bouge tout au long du week-end. Il y a eu à peu près toutes les pénalités qui existent dans le livre, tellement que les commissaires, ils l'ont vu toute la fin de semaine. Ben, d'après moi, ils sont allés manger ensemble après la course. Et il a même rendu avec une chaise qui porte son nom dans le bureau des commissaires parce qu'il a été là vraiment tout le week-end. C'est ça, il a à peu près tout fait. Puis là, on lui a donné des permis, des points sur son permis de conduire, là, son permis de pilote, parce que oui, on a des points, là, les super licences. On accumule des points et si jamais on en a trop, ben, on pourrait avoir une suspension lors d'une course. Ben, ça pourrait bien arriver pour Kevin Magnussen parce que si mon calcul est bon, là, parce que ça quasiment, il y en avait qui étaient rajoutés à toutes les heures, mais je pense qu'il est rendu à 8 points là, à la fin de ce week-end-là, ce qui est quand même qui est quand même beaucoup là, pour un pilote. Donc, ça le rapproche d'une possible suspension s'il continue, bien sûr, d'agir comme ça, mais il semble pas vouloir arrêter, là, parce qu'avec la journée qu'il y avait eu samedi, il a continué dimanche. Donc, il a sorti Sargent, c'est lui qui a été pénalisé. On l'a renvoyé à l'arrière de la piste, mais ça a provoqué une voiture de sécurité et ça a donné une opportunité rêvée à Lando Norris de rentrer au puits, être pratiquement, oui, c'était le seul pilote qui ne s'était pas immobilisé encore. Situation qui arrive très rarement. Normalement, on a 5, 6, 7 voitures qui peuvent bénéficier de ça, mais qu'il y ait seulement un pilote qui peut se bénéficier de cette voiture de sécurité-là, un arrêt au puits qui lui coûte la moitié du temps que ça coûte aux autres, bien ça, c'est rare que ça arrive. Et bien lui, c'est arrivé à un moment opportun. Il a sauté sur cette occasion-là, donc ça lui a redonné qu'il aura pu ressortir en tête. Ça a donné un petit moment là, drôle aussi que la voiture de sécurité n'avait pas... Normalement, la voiture doit attraper la voiture de tête. Puis même le pilote de la voiture de sécurité est tellement habitué que ce soit Verstappen dans la voiture de tête qu'il est allé chercher Max en piste. Puis là, ça a donné que quand Lando Norris est sorti, ben, il a fallu que quelqu'un se rende compte de dire ah, t'as pas la bonne voiture, c'est Lando Norris qu'il faut que tu attrapes parce qu'il faut que tu attrapes la voiture de tête, puis après ça, les autres voitures vont suivre. Donc ça a donné que la voiture de sécurité a dû laisser passer toutes les voitures qu'il avait derrière lui, donc les 19 ou 17 qui restaient en piste, là. Il les laissé toutes passer, puis après ça, Lando Norris est arrivé tout seul en arrière de la voiture de sécurité, puis on a attendu que toutes les autos fassent un tour complet et retournent en arrière. Donc on a un peu perdu un tour d'épreuve à cause de tout ça, peut-être même deux. Mais du moins, c'était important là, d'avoir le bon ordre. Une fois qu'on a eu le bon ordre, ben, on a fait la relance.
une relance pratiquement ratée, là. On voyait l'expérience, autant qu'on pense que c'est facile que ce que Verstappen fait Grand Prix après Grand Prix, de ralentir tout le peloton, de causer des maux de tête à Lance Stroll, parce que quand toutes les voitures ralentissent, c'est pas évident pour tout le monde de comprendre ça. On l'a vu en Chine. Et à ce moment-là, il ralentit toutes les voitures, puis là, il lance relance l'épreuve quand ça lui tente. Là. C'est à lui, là, c'est lui qui devient en forme, là, il est le leader, donc c'est lui, à lui de relancer ça. Eh bien là, c'était à Lando Norris de faire ça, mais on voyait un petit manque d'expérience. Il a failli se faire avoir. Là, le Max était très près de lui au bout de la grande ligne droite. Donc, il avait un peu mal géré ça, mais ça, c'est des choses qui vont rentrer dans son coffre à outils. Quand tu l'as jamais fait, quand tu n'es pas habitué d'être en avant pour la relance, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes, c'est quelque chose que tu apprends à maîtriser avec le temps. Eh bien, cette fois-ci, là, ça aurait pu lui coûter cher, mais finalement, il s'est quand même bien rattrapé. Après ça, il s'est mis à gagner du temps, à gagner des secondes, tour après tour, tour après tour. On voyait qu'il y avait quelque chose que lui, autant, il performait bien, parce que ça, là, faut lui donner tout le mérite. Je sais que j'ai entendu des gens porter des commentaires de dire « Ouais, mais il y a eu la voiture de sécurité qui l'a aidé. » Ça, c'est vrai. C'est sûr que la voiture de sécurité, mais ça fait partie d'un Grand Prix. Est-ce que ça nous aide à vraiment évaluer les performances de McLaren, de dire est-ce que McLaren est de retour? Est-ce qu'avec toutes les améliorations qu'on a faites, est-ce qu'ils sont rendus un danger pour Red Bull? Ça, je vais me garder une petite gêne parce que je vais attendre de voir que une McLaren dépasse une Red Bull en piste pour dire que oui, ils sont rendus là. Malheureusement, on n'a pas vu ça. Moi, j'ai pas vu, en tout cas, Lando Norris dépasser Max Verstappen en piste dans un virage, dans une ligne droite. C'est pas ça qu'on a vu. Ça s'est passé avec, quand que Max est rentré au puits, il est ressorti. Oui, il n'a pas été capable de rejoindre Lando Norris, mais la voiture de sécurité est venue tout gâcher ça et on a donné un 10 secondes, là, au moins un 10 secondes d'avantage à Lando Norris avec cette opportunité-là. Sauf que le bout où ce que Lando Norris a mérité sa victoire, c'est à la relance. Parce qu'à la relance, là, il aurait pu crouler sous la pression, comme il a failli faire là, avec la mauvaise relance, le manque d'expérience. Mais après ça, là, ça a été un sans faute. Tour après tour, virage après virage, il a réussi à garder sa concentration, à rester vraiment, vraiment dans son élément, rester au summum de sa force, là, vraiment d'être capable de ne pas commettre l'erreur. C'est pas évident, surtout quand tu sais que c'est une Red Bull qui te fait en arrière, que c'est Verstappen qui te met de la pression. C'est pas un circuit facile, Miami. C'est pas comme s'il y en a qui sont faciles puis il y en a qui sont plus permissifs. Mais oui, il y a des grands prix où une erreur peut coûter plus cher. Puis Miami, c'est une des places. Il n'y a pas de grand place là, pour échapper à une erreur. À part prendre un compte comme Verstappen a pris, normalement, c'est pas mal dans le mur que ça va finir. Donc, tout ça, là, qui a réussi à mettre ça ensemble, plus la chaleur que George Russell nous parlait, ça vient affecter ta concentration, surtout à la fin d'épreuve. Donc, tout ça, là, chapeau, il la mérite. C'était sa première victoire en carrière. Vous étiez content de voir ça. Donc, ça a vraiment venu donner une belle fin à ce week-end-là. Nous montrer aussi que tout peut arriver lorsque les écuries travaillent fort, qu'on n'a jamais arrêté du côté de McLaren. Là. Pendant que Mercedes, les années dernières, on a mentionné aussi bien donner tous les championnats à Red Bull. Red Bull va gagner tous les courses. On n'a jamais utilisé ça du côté de McLaren. McLaren, on dit week-end après week-end que des fois, c'est peut-être pas notre piste, c'est peut-être pas notre meilleure place. Excusez-moi. C'est peut-être pas propice à notre voiture, sauf qu'on essaie toujours de donner notre meilleur puis de soutirer des données de ça pour réussir à retourner à l'usine puis apporter des améliorations et c'est ce qu'on a fait et ça nous a donné une voiture là, qu'on a été capable de résister aux attaques de Verstappen pendant plusieurs tours pour aller se donner une victoire là, parce qu'on parle de plus de 20 tours là, en avance pour la fin. Donc Norris premier, Verstappen deuxième, Leclerc troisième, c'est lui qui est venu compléter le podium, Perez quatrième, Sainz cinquième, Hamilton sixième, septième pour Tsunoda, très bon résultat. Il y a eu une pénalité aussi. Perez, techniquement, avait fini cinquième. On donnait une pénalité à Sainz pour un accrochage avec Piastri en fin d'épreuve. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Hein. D'ailleurs, je me demandais combien de temps on allait attendre chez McLaren pour prévenir Piastri d'être prudent, de faire attention, bien sûr, que notre coéquipier, notre autre voiture est à l'avant du peloton. Là. On a finalement peut-être une opportunité d'aller chercher une victoire, la première victoire de Lando Norris. Puis à ce moment-là, au même moment, on a Oscar Piastri qui est dans une bagarre là, vraiment limite avec Carlos Sainz où on se donne même pas un petit centimètre, un petit millimètre. À ce moment-là, c'était une question de temps. Là. Une petite erreur, un mauvais freinage. On l'a même vu, là, ça a passé proche. Notamment, il y a eu une collision. Que ça vienne gâcher le week-end. Ça ramène une voiture de sécurité. Puis là, il n'en aurait pas fallu plus. On n'en aurait pas demandé plus du côté de Red Bull et du côté de Max Verstappen pour saisir cette opportunité-là et venir reprendre les devants dans ce Grand Prix-là. Donc, j'ai trouvé ça a pris énormément de temps à McLaren de saisir ce détail-là et de prévenir Oscar Piastri pour lui dire non, là tu sais ça, on fait attention. Même que ça nous a coûté des points parce que cette bagarre-là qui a mené un peu nulle part, on aurait dû lui dire, gars,
protège ta 5e, ta 6e place. On n'a pas de problème avec ça. On va marquer des points. On en a marqué au moins 25 avec Lando Norris minimum. Puis toi, tu vas venir en marquer aussi. On a besoin de ces points-là en tant l'équipe à la place. On a laissé un peu Oscar faire ce qu'il voulait, prendre des risques contre Saints. Puis au bout de la ligne, ben, l'accrochage, oui, ça a donné une pénalité à Saints. Puis ça l'a relégué Saints en 5e place. Puis un autre petit détail aussi que je veux mentionner. Lors des sous la voiture de sécurité, on a pris une belle stratégie du côté de Red Bull de dire on va prendre l'occasion pour rentrer Perez et lui mettre des gommes médium plutôt que les gommes dures parce que comme je vous dis, ça marchait pas sur la voiture de Verstappen. Fait qu'on a dit on n'aura pas deux voitures, on peut pas rentrer Verstappen, mais on va rentrer Perez, on va lui mettre les gommes médium. Mais malgré ces gommes médium, Sergio Perez a été fait aucun dépassement. Toutes les voitures étaient en gomme dure en avant de lui. Il était le seul en médium, puis il n'a pas été capable de compléter aucun dépassement. Il a été coincé derrière Carlos Sainz tout le reste de l'épreuve. Ça, j'ai trouvé ça étrange. Soit on peut attribuer le tort à Sergio Perez, mais je pense que c'est venu nous montrer qu'il y avait vraiment quelque chose avec la Red Bull et les gommes dures tout au long du week-end. Donc, autant en médium que dans la gomme hard, la gomme dure, on semblait avoir des problèmes de performance. C'est quelque chose aussi que, on sait que Miami par le passé, normalement on était performant. Là. Les deux autres Grands Prix avaient été remportés par Max Verstappen, par Red Bull. C'est un circuit qui a des virages lents aussi. Est-ce que on sait que dans cette configuration-là, parfois ça a tendance à causer des problèmes. Est-ce que c'était le cas ou c'était juste le fait qu'on n'a pas eu, qu'on avait justement une séance de célib, c'était pareil pour tout le monde, pas juste pour eux, qu'on a mal saisi nos réglages. On n'est pas habitué de ça du côté de Red Bull, donc c'est pour ça qu'on s'interroge beaucoup là. Lorsqu'on voit on peut pas dire des sous-performances parce que quand on termine deuxième et quatrième, malgré la pénalité à Saints, on peut pas dire que c'était une mauvaise performance. C'est juste que quand on évalue Red Bull par rapport à leur standard, ben là, c'est là qu'on se gratte un peu la tête et dit où est-ce qu'on l'a échappé? Puis le fait que moi, je me pose cette question-là, je peux vous parier qu'on fait la même chose là, du côté de Red Bull. On se demande qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent ou justement, on n'a pas fait de la bonne façon, qu'est-ce qu'on a mal exécuté pour en arriver là sur ce week-end-là, puis essayer d'en tirer des conclusions pour pas reproduire ça le week-end prochain. Eh bien, pour poursuivre ce que je vous disais, eh bien c'est ça, pénalité de Saints à cause du contact avec Piastri, mais c'était trop tard pour Piastri. Piastri, sa course était déjà gâchée. Il était rendu à l'extérieur des points. Saints, on lui a donné ça après le Grand Prix, donc ce qu'on fait, ça l'a inversé la 4e position et sa 5e position. Donc, lui est rendu 5e, Perez 4e. Hamilton termine 6e. On récupère quand même un week-end difficile. Hein? C'est pas nécessairement ce qu'on voulait. Il a compétitionné avec des Haas tout au long du week-end. C'est pas ce qu'on veut d'une écurie lorsqu'on apporte des améliorations, lorsque c'est nos premières grosses améliorations de la saison, puis on se rend compte que tout le week-end, on compétitionne avec des Haas. On se dit, il y a quelque chose qu'on a échappé, c'est certain. Ensuite, Tsunoda, 7e, complète encore là, une belle fin de semaine. Ensuite, Russell, 8e, 9e pour Alonso. Difficile pour Aston Martin. La déception du week-end, ça va à eux. On semblait perdu dans nos performances. On avait l'air de pas savoir ce qu'on faisait. Nos améliorations qu'on avait apportées lors des derniers week-ends, on pensait peut-être être capable de capitaliser là-dessus, continuer d'extraire de la performance, comprendre ce qu'on avait apporté à la voiture. Puis ça semblait être plutôt un pas de recul, un peu comme on nous avait habitués lors de la saison précédente, qu'on apporte des améliorations, puis à place de gagner des dixièmes de seconde, de gagner du terrain sur nos adversaires, on en perd. C'est sûr qu'il faut prendre en considération que Red Bull a fait des améliorations au Japon, que McLaren avait une méga amélioration ce week-end-ci, qu'on peut appeler pratiquement une voiture B. Là, on a rechangé la voiture pratiquement au complet. Ça, c'est sûr que ça aide pas. Ça vient un peu diminuer l'impact, mais il y a le fait que on semblait vraiment perdu. Là. On a perdu énormément de positions de où ce qu'on devrait être. Même on semblait moins rapide que c'était pas le cas dans les autres Grands Prix. Donc Alonso termine derrière Russell. On perd du terrain important au championnat des constructeurs. La surprise de la journée, puis la surprise du week-end, oui, il y a eu que Lando Norris a remporté une course, que Max Verstappen n'a pas remporté la course, mais Ocon, 10e, marque le premier point de Alpine cette saison. Donc, il ne reste plus que Williams et l'écurie Stack, Sauber, Kick, appelez-la comme vous voulez, qui n'a pas marqué de points. Donc, seulement 2 écuries sur les 10 n'ont pas marqué de points encore cette saison. Alpine se sort de là. Il y en a certains qui vont dire que si on se réjouit à pas grand-chose, qu'Alpine marque son premier point rendu à Miami, c'est quand même une catastrophe. Sauf que, vous vous rappelez, là, dans un des podcasts des dernières semaines, je posais la question justement à nos collaborateurs, est-ce qu'il y a des chances qu'Alpine finisse à ne pas récolter de points cette saison? Et c'est Kevin Fontaine qui m'avait répondu, non, je pense qu'il va y avoir une situation de course à
un moment donné où ce que ça va donner l'opportunité à Alpine de marquer des points. La saison est longue, eh bien, chapeau, Kevin, tu avais vu juste, c'est arrivé avec Esteban Ocon en fin de semaine à Miami. Donc, un point avec cette 10e place. Hülkenberg, 11e. C'est un peu dommage, on aurait aimé ça avec tout le beau travail qui s'est produit. Des belles bagarres avec Lewis Hamilton qui réussissent à terminer mieux que ça. Donc, 11e, Gasly, 12e, pas très loin. Là. Puis ça, on a vu ça. En début d'épreuve, là, ils ont animé le spectacle. Ocon contre Gasly, côte à côte. C'est là qu'on a pu... ils nous ont montré quelque chose, qu'on peut rouler côte à côte pendant pratiquement un tour complet à Miami. Il y a de la place, ça se fait. Même en dessous des viaducs, dans cette petite chicane-là, là, très très étroite, en haut, en descendant, qu'on doit absolument maîtriser à la perfection pour bien positionner notre voiture dans la relance pour la grande ligne droite qui nous ramène vers la ligne des puits. Donc à ce moment-là, les deux voitures tête à tête tout le long, un à côté de l'autre, on se laissait pas de place. Ça, c'était assez impressionnant à voir lors du début de l'épreuve. J'ai même retourné voir la séquence après là, parce que vraiment ça on aurait vraiment pu avoir une catastrophe, sortir les deux Alpines dès le départ, mais c'était bon jeu, on s'est laissé quand même assez d'espace, puis comme je vous dis, on a pu montrer à tout le monde qu'il y a façon de rouler deux voitures de large sur ce circuit-là. Et après Gasly, ben c'est Piastri, quand je vous dis que ça a été une mauvaise décision, ça a été mal géré, mais on avait une belle position avantageuse dans les points, on pouvait marquer des points avec nos deux voitures, puis on se ramasse avec rien. 13e, Joe 14e, Ricardo 15e, un week-end qui a bien commencé mais qui s'est mal terminé. Bottas 16e, Stroll 17e, Albon 18e. Les Williams, là, on en parle un peu plus là, cette semaine entre deux courses avec nos collaborateurs, mais ça, il se passe quelque chose avec Williams. Là. Ça va pas bien. C'est pas un bon début de saison. On semble vraiment pas d'avoir poursuivi sur ce qu'on avait bâti la saison dernière. On semble se chercher pas mal. C'est un peu dommage pour Albon, là, surtout que son contrat, si on respecte son contrat, il devrait être là encore la saison prochaine. Là. Il doit commencer à regretter un peu. Là. Puis après ça, ensuite, c'est Magnussen, 19e. Ça a été sa position là, avec toutes les pénalités qu'il a accumulées. Et puis Sargent, ben, il n'a pas terminé la course justement à cause du contact avec Magnussen. C'est ce qui complète le Grand Prix. Maintenant, passons aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, notre Messenger et notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. La première question nous est arrivée par Messenger et elle provient d'Éric qui nous écrit « Salut Martin, est-ce que tu peux m'expliquer quel avantage les écuries ont à s'élancer de la ligne des puits? » Et bien sûr, Éric, c'est une très bonne question, mais il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas d'avantage en tant que tel à s'élancer de la ligne des puits. C'est plutôt une exigence selon le livre de règlement de la FIA ou une solution qui est offerte aux équipes en cas de problème. Je t'explique les différents scénarios. Le plus populaire, ben, c'est celui qu'on aurait enfreint la loi du parc fermé, c'est-à-dire qu'après la séance de qualification est débutée, on n'a plus le droit de modifier certaines pièces sur la voiture, mais il y a aussi des pièces qu'on ne peut plus modifier à partir de la fin de la 3e séance d'essai libre, donc celle qui a lieu normalement le samedi matin dans des week-ends standards. Donc, pour te faire une histoire courte, si on modifie ces pièces-là qui sont non toléré par la FIA, qu'on dit non, vous n'avez pas le droit de toucher à ça, bien, automatiquement, on demande une exemption, on reçoit le OK, mais il y a une entente qui est faite et que normalement, on devrait être obligé de s'élancer de la ligne des puits. L'autre scénario, c'est on demande aux écuries de se rendre sur la grille de départ 30 minutes avant le tour de chauffe. Je te mets en perspective, on élabore un petit scénario, toi puis moi, là. Admettons que ton écurie a eu un bris mécanique ou un bris d'un aileron ou quoi que ce soit, là, une collision, qu'on a le droit de changer ces pièces-là, sans pénalité. Là. Vraiment, la FIA nous dit, oh oui, ça vous pouvez, parce qu'on a le droit de demander des permissions sur certaines pièces. On dit, ça, il y a un danger, ça, regarde, là, j'ai un frein qui est pas sécuritaire, tu peux pas laisser mon pilote courir comme ça. La FIA va venir observer ça, là. Vous allez voir les petits inspecteurs là, avec leur dossard marqué FIA, ils vont dire, oui, t'as bien raison, ça change ça. Là, ils ont la permission. Sauf que il y a des délais reliés à ça. Admettons qu'on l'a vu trop, on a attrapé ça trop tard. Là. On n'est pas capable de changer ça en temps et lieu et on manque le temps limite pour se rendre 30 minutes avant le tour de chauffe. Et à ce moment-là, automatiquement, on va être obligé de prendre le départ de la ligne des puits.
Autre scénario, c'est si la voiture fait des problèmes. On peut pas compléter le tour de formation. On est mal pris. On peut pas s'élancer en même temps que les autres voitures. Que lorsque la voiture de sécurité s'élance au début d'une épreuve, on prend trop de temps. Il y a un problème. À ce moment-là, si la voiture réussit à repartir, elle n'a pas le droit de regagner la grille de départ. Il faut qu'elle ait prendre le départ de la ligne des puits. Et le dernier scénario possible, du moins celui qui est plus populaire, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent arriver, il y a plusieurs technicalités, mais celui qu'on a plus de chances de voir, eh bien, c'est celui que on demande aux écuries de lâcher la voiture. Là. Comme vous voyez, là, c'est toujours la course contre la montre. Là, lorsque l'aiguille arrive à un certain moment là, sur la fameuse aiguille, la fameuse horloge Rolex, là, eh bien là, ça c'est le temps pour tous les mécanos, toutes les personnes qui sont autour de la voiture de reprendre leurs outils, prendre leur matériel et de déguerpir au plus rapidement possible, de retourner dans la ligne des puits pour clairer la grille de départ. Eh bien, si on le fait pas dans le délai raisonnable, de mémoire, là, c'est 15 secondes avant le tour de chauffe, là, qui doit plus avoir rien qui traîne sur la grille de départ. Mais mettons qu'il y a eu une erreur, quelqu'un a oublié son coffre à outils, sa casquette, sa bouteille d'eau ou quoi que ce soit, ben automatiquement, le mécano de cette voiture-là qui est relié à ça, on prend pour acquis qu'on a fait des travaux sur l'auto, même si c'est pas le cas, mais on prend pour acquis, il y a eu des travaux sur l'auto, passé le temps limite, donc la voiture doit absolument s'élancer de la ligne des puits. En gros, j'espère que ça répond à ta question, mais ça résume un peu les genres de scénarios possibles qui pourraient mener à cette situation-là. Mais comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment d'avantage relié à ça, à part que les enveloppes chauffantes peuvent rester sur les pneus un peu plus longtemps que si on était sur la grille de départ. Fait qu'on n'a pas de tour de chauffe, mais on a les enveloppes chauffantes. Mais le compromis, ce qu'on est pénalisé pour avoir le droit d'avoir les enveloppes plus longtemps, ben ça vaut pas la chandelle, comme on dit. Donc, ce n'est pas un avantage en tant que tel. La deuxième question nous vient de Michel qui nous écrit « Vous mentionnez parfois que la réserve de carburant à bord d'une F1 a des conséquences sur leur performance en essai libre, en qualification ou même en course. Combien pèse un réservoir à essence plein? » Eh bien, Michel, c'est une très bonne question. Et oui, je mentionne ça parfois, surtout que lorsqu'on fait les programmes d'essai le vendredi, bien, on veut faire des simulations de course, donc on ajoute du carburant à bord. Et lors des simulations de qualification, bien, on essaie de mettre le minimum de carburant pour avoir la voiture la moins pesante possible, qu'on soit capable de soutirer le meilleur temps. Eh bien, vous pouvez vous dire là, qu'un réservoir plein, c'est 110 kg. Donc 110 kg, là, si mes calculs sont bons, ça donne environ 240 quelques livres. Mais c'est très rare qu'on va les mettre à plein rebord, si vous me permettez l'expression. On va essayer là, de toujours tricher un peu là-dessus, de limiter le poids, de gagner de la vitesse en disant on n'a pas besoin de traîner un excédent de carburant, donc on va faire des calculs les plus précis possibles et on va s'ajuster. On va espérer qu'il y ait une voiture de sécurité. À ce moment-là, les voitures roulent moins vite, on brûle moins de carburant, ou sinon on va tout simplement demander au pilote de lever le pied avant d'arriver au virage qu'on appelle le fameux lift and coast. Donc pour vous donner là, un chiffre plus précis, là, on tourne aux environs, on frôle la barre des 100 kg. Encore là, je vous donne une autre image, c'est comme traîner un bon passager là, de 220 quelques livres. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un d'assis en arrière de nous dans la voiture. Donc ça vient avoir des influences et des conséquences sur le freinage, sur la suspension, sur tout comment la voiture se comporte. Et plus que la course avance, et bien plus que le passager maigrit, il devient moins lourd, donc on le ressent moins et ça commence de plus en plus à ressembler à la sensation que les pilotes avaient lors des séances de qualification. Mais ce qui est surtout important à savoir, c'est qu'il doit rester un minimum d'au moins 1 litre d'essence à bord de la voiture à la fin de l'épreuve, car la FIA doit recueillir un échantillon, sinon vous allez vous retrouver dans la même situation que Sébastien Vettel il y a quelques saisons chez Aston Martin, où on avait jugé que l'échantillon était trop petit pour qu'on puisse faire nos tests requis, donc à ce moment-là, on l'a disqualifié. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 6 mai. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui sera vendredi avec notre formule entre deux courses. D'ici là, je vous invite à nous suivre sur Spotify, sur Facebook, sur X Twitter, ainsi que sur Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.